Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de la RTS. Voici les titres de ce journal. Exposition universelle Osaka 2025. Le Sénégal a célébré sa journée aujourd'hui. Pour l'occasion, le chef de l'État a salué 65 ans d'amitié solide avec le Japon. Une vitrine aussi pour mettre en lumière nos opportunités et le dynamisme de nos PME. Pendant ce temps, chez nous, les députés ont adopté la création de l'Office national de lutte contre la corruption, un pas présenté comme décisif pour la transparence et la vision 2050. Également dans l'actualité, la lutte contre les inondations. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans le Bakel pendant que Tivaouane prépare le Gamou en tenant compte des pluies, de réalités différentes, mais un même défi face à l'hivernage. Et puis Abass Fall prend les commandes de la mairie de Dakar. Premier élu de PASTEF à occuper ce poste. L'actuel ministre du Travail promet unité et ouverture. Son portrait à suivre dans ce journal. Le Sénégal a brillé ce lundi à Osaka. Le président Bassirou Diomaye Faye a célébré la journée dédiée à notre pays à l'Expo 2025. Une occasion aussi de rappeler 65 ans d'amitié avec le Japon. Nos envoyés spéciaux Mamadou Belem, Bamba Diokhane et Oumar Ning nous racontent. Au cœur de l'exposition Osaka 2025, le Sénégal tient une place qui est en parfaite cohérence avec la trajectoire actuelle. La présence du chef de l'État rehausse l'importance d'une journée que le Japon, pays hôte, apprécie à sa juste mesure. Au nom du gouvernement du Japon, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la République du Sénégal qui se tient aujourd'hui en présence de son Excellence Monsieur le Président Faye. Nous savons que son Excellence le Président Faye a lancé divers projets ambitieux dont le programme Sénégal 2050 et qu'il les met en œuvre avec un leadership fort, ce qui mérite notre plus grand respect. Dans ce contexte, nous nous réjouissons vivement que pour la première fois dans le cadre d'une exposition universelle à l'étranger, le Sénégal ait établi son propre pavillon indépendant. Avec un grand plaisir et un sentiment de fierté nationale et d'espoir légitime en l'avenir de notre chère nation et de la coopération sénégalaise-japonaise que je me tiens devant vous sur cette prestigieuse scène internationale de l'exposition universelle d'Osaka 2025 qui met à l'honneur le Sénégal. Notre présence à Osaka a une dimension particulièrement symbolique, alors que nous célébrons les 65 années des relations diplomatiques continues et fructueuses entre le Japon et le Sénégal. Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain, c'est le thème de l'exposition. Un écho particulièrement puissant dans la vision Sénégal 2050. Cette vision stratégique repose sur un équilibre entre une croissance économique accélérée et la préservation rigoureuse de nos valeurs culturelles fondamentales, entre l'adoption résolue des technologies les plus avancées et la garantie d'une croissance inclusive profitant à l'ensemble de nos concitoyens. Notre beau pavillon national, dont la conception est particulièrement réussie, incarne cette philosophie de développement à travers une scénographie ingénieuse qui fait dialoguer notre riche patrimoine culturel avec les innovations technologiques les plus récentes et les plus prometteuses. Osaka 2025 est donc une opportunité à saisir dans un pays qui a déjà tracé la voie en tant que partenaire stratégique du Sénégal. Nous souhaitons aujourd'hui renforcer cette collaboration au niveau économique et commercial en nous concentrant sur des axes prioritaires soigneusement identifiés. Mais cela n'est possible qu'avec l'implication du secteur privé qui constitue un puissant moteur de croissance. C'est donc l'occasion pour moi de lancer un appel aux investisseurs japonais et internationaux présents. Le Sénégal d'aujourd'hui, comme celui de demain,
vous offre des opportunités d'investissement exceptionnelles et diversifiées dans des secteurs économiques particulièrement porteurs et stratégiques. Je pense notamment au domaine des énergies renouvelables, où nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux mais réaliste d'atteindre 40% d'énergie propre dans notre mix énergétique national d'ici 2030. Je pense au secteur prometteur de l'agro-industrie, moderne et performante, avec plusieurs millions d'hectares de terres arables parfaitement aménageables et disponibles. Je pense aux champs en pleine expansion de l'économie numérique et des nouvelles technologies qui affichent déjà une croissance annuelle soutenue de l'ordre de 15%. La cérémonie a été marquée par un beau spectacle, une animation culturelle qui a mis en évidence l'image du Sénégal, un pays attractif qui a ses atouts. Il revient donc aux représentants de bien les valoriser dans cette exposition Osaka 2025. Et le président veut séduire les investisseurs à Osaka. Le chef de l'État a invité le secteur privé japonais à miser sur notre pays, le Sénégal, qu'il présente comme terre d'opportunités. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Le forum économique a été un moment d'échange important avec le secteur privé japonais, amené par JETRO, l'organisation japonaise en charge du commerce. Devant le président de la République, les investisseurs saluent la démarche qui leur a permis d'apprécier davantage l'environnement des affaires au Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal est considéré comme un pays où la démocratie s'est bien enracinée dans la société. J'ai eu l'opportunité de rencontrer son Excellence le Président Faye Akorama pour un entretien tête-à-tête. À ce moment-là, il m'a parlé de son engagement depuis son accession à la présidence pour la justice et la stabilité sociale du pays. Il a également évoqué son intérêt particulier pour la création d'emplois pour les jeunes de moins de 35 ans qui représentent 75% de la population. Récemment, la production de pétrole et de gaz a commencé, renforçant le potentiel économique et une forte croissance est attendue à l'avenir. Nous espérons que votre pays approfondira ses échanges avec notre pays en tant que partenaire pour un développement mutuel et que nous pourrons certainement réaliser une société future éblouissante. En transition dynamique, le Sénégal est un carrefour stratégique des investissements en Afrique. Au privé japonais, le chef de l'État donne un message édifiant. Le Sénégal offre des opportunités réelles d'investissement sur des secteurs stratégiques. Premièrement, l'énergie avec les découvertes importantes de pétrole et de gaz, un ensoleillement permanent, des ressources géothermiques considérables, ainsi que des capacités hydroélectriques encore largement sous-exploitées. Deuxièmement, la transformation agricole et la sécurité alimentaire. Avec plusieurs millions d'hectares de terres arables, le Sénégal a le potentiel pour nourrir sa population croissante et contribuer à la sécurité alimentaire mondiale. Troisièmement, les besoins d'investissement dans des infrastructures stratégiques sont immenses, notamment dans les secteurs du transport, de la logistique et de la connectivité numérique. Quatrièmement, l'innovation en santé. La pandémie Covid-19 a mis en évidence la nécessité de renforcer la résilience de nos systèmes de santé. Cinquièmement, le développement du capital humain. La jeunesse sénégalaise représente notre atout le plus précieux. Les programmes de formation technique et professionnelle, les échanges universitaires et les transferts de compétences dans les métiers de pointe constituent autant de leviers essentiels pour préparer nos jeunes aux défis économiques futurs et leur permettre de pleinement participer à la construction de nos sociétés prospères et inclusives.
Sur le fondement de leurs relations diplomatiques solides, le Sénégal et le Japon ont donc l'occasion d'élever leurs échanges à un niveau stratégique. Le moment est venu d'écrire ensemble un nouveau chapitre mutuellement bénéfique de notre coopération. Le Japon trouvera au Sénégal un partenaire engagé, dynamique et innovant, un pays riche d'opportunités et de ressources humaines. Le Sénégal a foi que le Japon continuera d'être un partenaire de premier plan et qu'ensemble, nous allons œuvrer au renforcement et à la diversification de la coopération économique et commerciale. Le Forum économique d'Osaka doit constituer le point de départ de cette nouvelle ère de coopération. Une ère faite de projets concrets, d'investissements transformateurs et d'une vision de prospérité partagée. J'invite donc tous les entrepreneurs japonais présents ici à nous rejoindre dans cette aventure exceptionnelle, déjà en participant activement au Forum Invest in Sénégal prévu les 7 et 8 octobre prochains à Dakar. Avant la communication du chef de l'État, le directeur général de l'APIX a fait une présentation exhaustive sur les réformes économiques et structurelles en vue d'améliorer l'environnement des affaires, la stabilité politique et institutionnelle ainsi que la vision claire de développement exprimée dans la vision Sénégal 2050 ont été également expliqués. Un exposé précédé d'éléments introductifs du ministre du Commerce et du mot du vice-président du MEDES représentant le secteur privé sénégalais à ce forum qui aura été un temps fort de la journée du Sénégal à l'exposition universelle d'Osaka 2025. Et justement, après son appel aux investisseurs, le chef de l'État s'est arrêté au pavillon du Sénégal. Une étape pour saluer la créativité des exposants et encourager les petites et moyennes entreprises au Marning. L'Expo Osaka 2025 est un moyen pour le Sénégal de partager ses expériences et bâtir des ponts durables avec le reste du monde. L'objectif aligné au thème de l'événement se traduit dans le pavillon visité par le président de la République. Le chef de l'État y découvre le savoir-faire de 40 petites et moyennes entreprises qui sont issues de secteurs variés. L'agroalimentaire, l'artisanat, le design, la technologie et les services. Ces PME ont l'opportunité ici de présenter leurs produits et services, de rencontrer des partenaires et de s'ouvrir aux innovations du monde. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est réjoui de la qualité de cette exposition. J'en ressors rassuré à un double titre. D'un côté, le talent de nos jeunes à travers les différentes PME représentées ici, venant de divers horizons sur le territoire national, mais aussi dans divers domaines. Et d'un côté, par le dynamisme de ces PME, qui sont aujourd'hui en mesure de conquérir le marché international à la condition que l'accompagnement et l'appui nécessaire puissent leur être apportés. Je voudrais leur assurer du soutien permanent du gouvernement qui va forcément aller crescendo, étant donné déjà, comme nous l'avons réaffirmé à plusieurs reprises, que nous sommes convaincus que le développement du Sénégal passera par des PME dynamiques qui se déploient aux côtés d'entreprises beaucoup plus grandes et que ces PME appelées à grandir puissent entamer tout le potentiel qui est le leur afin de devenir de grandes entreprises. Et sous ce rapport, je suis particulièrement satisfait, rassuré, optimiste quant à l'avenir du secteur économique sénégalais. Après le pavillon Sénégal, le chef de l'État a visité celui du Japon. Ici, c'est le cycle de la vie qui est retracé en symbole. Dans le circuit, on voit des déchets qui se déversent dans l'océan avant d'être récupérés pour une seconde vie. En lumière, des cuves qui transforment l'eau pour la séparer des déchets
afin d'avoir un liquide purifié présenté ici au président de la République. L'autre facette de la technologie japonaise, c'est la transformation de matières plastiques pour donner des bonbonnes de dioxyde de carbone. Le président de la République a également découvert des robots qui produisent des tabourets via une imprimante 3D, toujours à partir de matières récupérées des algues. Appréciant le pavillon du Japon, le chef de l'État s'est félicité de l'exposition qui incarne avec éloquence le génie japonais. Et voilà ce qu'on pouvait dire dans ce journal sur la participation du chef de l'État à la journée nationale dédiée au Sénégal à l'exposition Osaka 2025. Les 27 et 28 août prochains, 4 projets de loi sont attendus à l'Assemblée nationale. Mais avant ces dates, les députés ont adopté ce lundi la création de l'Office national de lutte contre la corruption, un outil présenté comme central dans la vision 2050 et dans la promesse d'un État plus ferme face aux pratiques frauduleuses. Jenna Badja, compte rendu. Toute une matinée consacrée à l'examen du projet de loi sur la création de l'Office national de lutte contre la corruption. Ce sera une nouvelle loi en réponse aux insuffisances des lois de 2012 et de 2024. C'était une hérésie dans la mesure où que le président de l'OFNAC puisse être doté de certaines prérogatives telles que celle qui consiste à ordonner une garde à vue, à faire des mises en demeure, à dessaisir des procureurs de la République ou des juridictions, n'avait absolument rien à voir avec le respect des règles constitutionnelles. Une gestion saine et transparente des deniers publics, une exigence sociale promise aux Sénégalais. Le projet de loi s'inscrit dans cette dynamique. Le rattachement de l'organe à la présidence ne compromet en rien son indépendance. La loi réaffirme de façon claire que les membres de l'OFNAC ne reçoivent aucune instruction dans l'exercice de mission. Je pense que le problème de son indépendance est réglé et je crois que c'est le plus important. Les 12 membres seront nommés par appel à candidature pour un mandat de 5 ans non renouvelable, interpellés sur les dossiers des victimes des manifestations politiques de 2021 à 2024. Le ministre réplique. Il ne s'agit pas d'un travail facile. Et il est important que ces investigations soient menées avec le maximum de rigueur et de célérité. Vous savez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes procureurs. On ne peut pas se permettre de traiter des faits d'une telle gravité, que ce soit dans le cadre de cette affaire que je viens de citer ou dans le cadre de la reddition des comptes, et que dans la précipitation, qu'on puisse se permettre de commettre des erreurs. Dans ses réponses, la tutelle annonce que l'enfant pris comme bouclier lors des manifestations est bien pris en charge avec 202 autres mineurs. En ce qui concerne les 15 bénévoles en service au tribunal hors classe de Dakar, leurs dossiers sont en bonne voie. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement poursuit sa tournée de terrain. Cheikh Tidiane Dièye s'est rendu à Yafera et à Kidira où il a annoncé de nouveaux ouvrages et félicité les réalisations déjà en place. Tidiane Cissé et Mamadou Sakine l'ont suivi pour nous. La ville frontalière de Kidira respire encore. Épargnée pour l'heure de la montée des eaux du fleuve Sénégal, elle doit son répit aux 2 bassins de rétention et de drainage réalisés après les crues dévastatrices de 2024. Ces ouvrages freinent l'impact du débordement et protègent les quartiers vulnérables. Mais ce que nous avons fait à Kidira, première étape de notre visite dans le département de Bakel de ce matin, est déjà très salutaire. Les résultats pour le moment sont encore probants, puisque l'année dernière, vous l'avez constaté, à pareille époque, le 24 août de l'année dernière, il y avait déjà eu les premiers débordements sur le fleuve qui avait gêné la circulation sur la nationale, le corridor Dakar-Bamako, à hauteur de Kidira. Et aussi beaucoup de maisons, beaucoup de quartiers étaient déjà impactés. Mais ailleurs, la vigilance reste de mise. Dans la commune de Balou, le fleuve poursuit sa montée. C'est à Yafera, localité emblématique des inondations de l'année dernière, que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a choisi de se rendre. Une visite à haute portée symbolique qui vise surtout à renforcer la prévention et l'anticipation face aux risques. Mais ce que nous avons retenu de plus significatif,
c'est que tout au long de l'année 2025, toutes les mesures structurantes ont été étudiées, puisque entre l'année dernière, le moment où il fallait prendre ses engagements de réaliser des digues et autres ouvrages importants, structurants de retenue et de protection, il fallait un temps de préparation, d'études, ce qui a été fait. Après la phase de conception et de structuration des projets, le ministre est venu avec une annonce forte. De nouvelles actions vont être lancées pour soulager les populations riveraines. Nous avons convenu avec la population que dans le courant de 2026, dans le budget à venir de 2026 par exemple, la digue de Yafera sera réalisée intégralement avec les niveaux standards de réalisation, de technicité, mais également de qualité des ouvrages qui permettront de sans doute préserver la communauté de ces différents problèmes que nous avons vécus. Après Yafera, il y a d'autres digues aussi qui seront réalisées dans toutes les autres localités de la commune. Autre axe majeur de sa visite, la question des mares et marigots du département de Bakel. Sur la vingtaine prévue, 2 ont déjà été réalisés par l'Office des lacs et cours d'eau. Le ministre a rassuré, le rythme sera intensifié afin d'accélérer ce projet vital pour les habitants et pour leur résilience face aux aléas climatiques. Toujours dans la gestion des inondations à Kaolack, à Tivaouane plutôt, l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh se retrouve lui aussi sous les eaux chaque saison. Une infrastructure vieillissante, un drainage défaillant. Alors qu'en face, il y a un nouvel hôpital moderne, toujours fermé. Dans ce dossier, Fatimata Banelba nous plonge au cœur d'un système de santé en attente de solutions. Regardez. L'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh porte avec fierté le nom de celui qui fut le 3e khalife général des Tidjanes. Cette infrastructure hospitalière est née de la vision de cet homme spirituel qui avait sollicité l'État sénégalais pour l'édification d'un nouvel hôpital dans la ville sainte. C'est ainsi qu'il est passé d'un centre de santé à un EPS de niveau 1 et c'est en 2022 que l'établissement accède au statut d'EPS de niveau 2. Comptant désormais 17 spécialités médicales et servant de référence à plus de 60 postes de santé. C'est un hôpital qui polarise beaucoup de populations. Il faut savoir que Louga à Tivaouane, ça fait plus de 120 km et c'est le seul hôpital qu'on trouve si on quitte Louga pour venir à Dakar. Okay. C'est un niveau 2, mais presque un niveau qui fournit des prestations de niveau 3. Il y a 17 spécialités, dont certaines qui sont même rares à l'intérieur du pays. De son inauguration jusqu'en 2022, l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh a assuré sa mission de service public de santé avec une réputation solide. Tout bascule ce tragique 26 mai 2022 lorsque 11 nouveau-nés périssent dans un incendie provoqué par un court-circuit électrique. Cette catastrophe marque à jamais l'histoire de l'établissement et ternit sa renommée. On est en train de revoir tout ce qui est électricité depuis. Et on est en train de faire même une étude de depuis pour refaire carrément la remise aux normes des installations électriques de tout l'hôpital. Parce que c'est l'histoire de l'hôpital en fait. C'est le début même de sa construction. Il y a des problèmes qui sont nés au moment même de la construction. L'hôpital a été construit, je pense, il n'y avait même pas un plan précis. Il y en a même qui disent que ce n'est pas encore réceptionné. Panne électrique récurrente, dysfonctionnement du système d'évacuation des eaux usées. Depuis 3 ans, l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy traverse une période difficile. Chaque saison pluvieuse plonge le personnel soignant et les patients dans l'appréhension des inondations. Ces images d'amateurs illustrent l'ampleur de cette situation. L'hôpital est normalement dans une zone basse, dans une cuve qui consiste dans une cuvette. Donc on voit que les eaux environnantes sont drainées carrément au niveau de l'hôpital. On constitue même un bassin. Donc je pense que ce problème d'assainissement-là, c'est un problème qu'on doit prendre à bras le corps. Essayer de voir si on peut faire des installations, reprendre carrément l'assainissement et essayer de nous brancher au niveau du réseau ONAS. Par rapport à notre hôpital, ce que nous demandons, c'est que l'hôpital soit reconstruit même. Parce que Tivaouane est une ville qui polarise beaucoup de postes de santé et les références, voilà, il y a tellement de références. Donc ce serait une bonne chose d'avoir l'hôpital Mame Abdou en même temps et l'hôpital El Hadji Malick. Face à la surcharge que connaît l'hôpital actuel, une interrogation légitime traverse l'esprit de tous. Quand le nouvel hôpital de Tivaouane ouvrira-t-il ses portes? Par rapport à la pression que subit l'hôpital Mame Abdou, c'est tout à fait normal que les populations quand même réclament l'ouverture parce que le besoin est là. Mais tout ce que nous faisons pour le moment, nous travaillons étroitement avec les autorités médicales compétentes
pour que l'hôpital soit mis vraiment en fonctionnement, pour qu'au moins la population puisse bénéficier des soins qui sont vraiment procurés dedans. On a un plateau technique qui est assez fourni aussi au niveau de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy, avec 7 blocs opératoires, dont 2 qui sont entièrement dédiés à la gynécologie. On a voulu mettre l'accent sur le pôle mère-enfant, avec une capacité de 88 lits. La directrice du projet au Fonds 6 se veut rassurante. Les travaux de construction touchent à leur fin avec un taux d'achèvement de 98%. Et la livraison aux autorités sanitaires interviendra prochainement. Au-delà de la réception qui est en train de être faite par le bureau de contrôle, on voudrait mettre en place aussi une réception supplémentaire avec les équipes du ministère de la Santé pour s'assurer que l'ensemble des normes, l'ensemble des prérogatives sont déjà prises au niveau de l'hôpital avant de pouvoir le livrer à la population. L'impatience des populations est aujourd'hui palpable. Le département de Tivaouane souffre d'un hôpital qui ne satisfait plus entièrement aux standards de sécurité requis. Malgré les efforts de la direction pour maintenir le service en rénovant certaines unités, l'urgence demeure l'ouverture de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy. Et nous restons toujours à Tivaouane où la bourde démarre ce soir. Plus de 700 talibés sont mobilisés par le comité d'organisation pour encadrer l'événement prévu simultanément dans les 2 grandes mosquées de la cité religieuse. Mama Moussagnan. Tout semble fin prêt à Tivaouane pour la veillée de bourde. Le dynamisme des talibés reflète l'importance qu'ils accordent à ce grand rendez-vous spirituel qu'ils souhaitent célébrer dans la dignité et la sérénité. Tout est fin prêt pour le démarrage du bourde. Une commission composée de plus de 700 membres a été mise en place pour cet événement. Évidemment, tous ne seront pas là. Quelques-uns d'entre eux seront là sous la supervision de El Hadj Moustapha Diop, Pape Talla et autres. El Hadj Hassan Beng nous a même amené 3000 mètres de bâche. C'est une bonne chose pour protéger les fidèles lorsqu'il pleut. Les canalisations créées pour le passage des eaux pluviales seront libérées. Personne n'a le droit de s'asseoir sur ces espaces. La commission Ordre et Esplanade va s'en charger. Dans la ville sainte, les préparatifs du Gamou battent également leur plein. Les talibés sont déjà à pied d'œuvre pour assurer le bon déroulement de l'événement. Tout est mis en place pour garantir l'accueil des pèlerins dans les meilleures conditions. Les 28 sous-commissions du COSCAS avec 850 membres pour la plus grande et 200 pour la plus petite. Tous ces membres seront là à 2 jours du Gamou pour l'organisation et la sécurité de l'événement. Des équipes de poseurs de bâches ont déjà commencé leur travail pour abriter les fidèles, une étape cruciale pour les protéger des intempéries. En parallèle, les hommes et les femmes sont activement engagés dans le balayage et le nettoyage des quartiers et des lieux de rassemblement. Cette organisation rigoureuse s'accompagne également de la mise en place de mesures disciplinaires. C'est vrai que la vie a beaucoup changé, mais les instructions restent les mêmes. Malgré les réseaux sociaux, tout le monde doit se référer aux principes de l'islam, conformément aux directives du calife. Personne n'a le droit d'enfreindre les règles et interdits. Des consignes strictes ont été rappelées aux membres des daïras afin d'assurer l'ordre, la propreté et la sécurité tout au long du Gamou. En cette nuit, donc, les fidèles tidjanes vont entamer la bourda, une incantation spirituelle à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais quelle signification peut-on donner à cet acte d'adoration? Élément de réponse avec Aïssatou François Sec. La commémoration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, est précédée par l'organisation de séances de bourda, des veillées nocturnes durant lesquelles résonnent les éloges dédiés au messager d'Allah. Bourdu bibliothèque la ak Mouhamadul Bousayri moo bind téere bu ñuy wax bu al Bourda mi ngi firi mbubb bu ñuy sol. La Bourda est une bibliothèque avec beaucoup de vertus. Les espoirs sont grands. Le prophète, paix et salut sur lui, a guéri Bouchéri à travers le livre qu'il a écrit. Il a vécu 86 ans. Il a vu le prophète en rêve. Il l'a béni de la tête aux pieds et sa maladie a disparu. Instant de ferveur et de recueillement, la Bourda offre aux disciples tidjanes l'opportunité de redécouvrir l'héritage poétique de l'érudit égyptien Al-Bouchéri. Cette œuvre comprend plusieurs chapitres
le plus renommé étant celui du manteau, connu sous le nom de Khassida al-Bourda. La Bourda, c'est 10 chapitres. Cheikh Seydi Hadji Malick Sy nous demande de le lire pendant 10 jours, le 11e jour et le repos, et le 12e jour, le gamou. Chaque chapitre de la Bourda renferme beaucoup de secrets. Expression authentique de dévotion et d'adoration qui exige d'être vécue dans la purification du corps et de l'âme. Cette tradition fut établie par Seydi El Hadji Malick Sy dès 1902 à Tivaouane. C'est une mission qui a été confiée à Bouchéri pour la gloire du prophète paix et salut sur lui. Et c'est pourquoi Cheikh Seydi Hadji Malick Sy l'a recommandé. Les louanges à la gloire du prophète récitées durant les 10 jours précédant le Maoulou constituent un témoignage de gratitude des croyants. Medina Baye aussi entre déjà dans l'ambiance du Maoulid. L'ouverture de la célébration s'est tenue à la grande mosquée avec un message fort du porte-parole de la Faïda Tijaniya. Il appelle les fidèles à la ferveur mais aussi à l'hospitalité envers les pèlerins. Salut sec. Medina Baye, capitale de la Faïda Tijaniya. À cette heure de la soirée annonçant l'apparition de la lune, les fidèles se dirigent vers la grande mosquée pour assister à l'ouverture du Maulid. Sous la conduite de Cheikh Macky Ibrahima Niass, cette séance constitue un moment de grande dévotion. Pour l'occasion, le célèbre poème Taniya de Badi a été revisité pour rendre hommage au sceau des prophètes. Cette première nuit marquait ainsi le démarrage de la célébration du Maulid international de Medina Baye. Le lundi marque le premier jour de Rabi al-Awwal, le mois du Maulid. Par conséquent, la naissance du prophète Mohammed sera célébrée le jeudi 4 septembre 2025. Nous profitons de l'occasion pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous félicitons les disciples et l'ensemble du gouvernement du Sénégal. Nous remercions vivement le calife Cheikh Mahi Niass et toute la Oumma islamique, car comme vous le savez, la naissance du prophète est une bénédiction pour tout le monde. Le porte-parole de la Faïda Tijaniya est largement revenu sur les bienfaits du Maulid. Il a exhorté les talibés à réserver un bon accueil aux pèlerins. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne santé pour pouvoir célébrer ce jour symbolique. Nous souhaitons la bienvenue aux pèlerins. Nous demandons aux talibés de bien prendre soin des autres. C'est une recommandation divine de bien accueillir son hôte, surtout ceux qui viennent pour célébrer avec nous ce jour spécial. Durant des jours, la ville sainte de Medina Baye va vibrer au rythme de poèmes et activités religieuses dédiées à l'élu des hommes. À présent, les échos du pèlerinage au lieu saint de la chrétienté à Jérusalem. La délégation sénégalaise s'est rendue ce dimanche à Nkarem où se trouve l'église de la Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Ensuite, ils se sont rendus en Palestine pour Bethléem, à l'église de la Nativité. Sur place, Monseigneur Paul Abel Momba a célébré une messe pour aviver cet élan de foi. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux en Israël, Yves Nelson Dionou et Luz Bidza. Ain Karem, site constitué de collines verdoyantes aux confins de la ville de Jérusalem, est un lieu mythique évoqué dans les évangiles. Un lieu saint commémorant la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. En bas de la colline, un long chemin, et c'est à travers une marche parfois éprouvante que les pèlerins tenaces se sont rendus au sommet de la colline qui surplombe la ville de Jérusalem. Mais nous rendons grâce à Dieu d'être là aujourd'hui et de monter sur cette montagne où la Vierge Marie est venue visiter sa cousine Élisabeth. C'est une marque d'humilité et nous voulons suivre les pas de la Vierge pour l'imiter dans son humilité, dans sa foi. Et c'est pourquoi nous sommes là en train de monter sur ce mont-là. On est venu ici comme pèlerin, donc pour prier non seulement prier pour le monde entier,
pour notre cher Sénégal. Ces pèlerins sont issus des 7 diocèses catholiques que compte le Sénégal. Une joie immense de venir en Israël et de découvrir les lieux où Jésus a vécu. Alors, cette église rappelle justement cet acte de Marie qui va s'empresser pour aller rendre visite à sa cousine Élisabeth pour lui partager justement sa joie. La joie qu'elle a reçue de l'ange, la joie d'être la mère du Sauveur et en même temps aussi exprimer sa joie pour sa cousine Élisabeth qui aussi a reçu de l'ange par Zacharie, son mari, qu'elle va concevoir. Voilà, c'est très symbolique pour nous. Après cette étape, le voyage spirituel les a conduits à Bethléem, une ville de la Cisjordanie, région de la Palestine. La ville de Bethléem est le lieu de naissance du Christ. Ici, les pèlerins ont visité l'église de la Nativité et de nombreux autres sites religieux symboliques. Et aujourd'hui, en venant à ce lieu, où nous pouvons fouler de nos pieds et toucher de nos mains le lieu à la grotte où notre Seigneur Jésus-Christ est né, nous devons être réconfortés dans notre foi et surtout raviver notre espérance en ce que Jésus nous a promis. Et j'aime bien reprendre ce que j'avais dit avant de venir. Nous sommes venus dans ce chant du Seigneur pour glaner toutes les grâces et bénédictions nécessaires pour notre vie de chrétien, pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos familles et pour notre pays. Cette démarche de foi en Palestine a été bouclée par une messe solennelle dite par Monseigneur Paul Abel Mamba à l'église Sainte-Catherine. Retour chez nous pour parler de cette rencontre. Renforcer la responsabilité de la presse et améliorer les conditions de travail des journalistes. C'est l'ambition des concertations ouvertes ce lundi. Durant 2 jours, les acteurs vont formuler des propositions destinées aux plus hautes autorités. Compte rendu de Bacharba. Malgré les réformes intervenues récemment dans le secteur, la presse sénégalaise souffre d'aide fiscale, modèle économique désuet, absence de protection sociale, statut flou, les mots sont nombreux. La presse doit présenter un autre visage. Ce que nous proposons ici, c'est une feuille de route pour un secteur qui ne commande plus, mais qui construit et co-construit. Un secteur qui ne subit plus, mais qui propose. Un secteur qui ne se divise plus, mais qui dialogue. Ces concertations sont une occasion pour produire un rapport qui sera remis au chef de l'État. L'objectif, disposer d'une presse responsable et économiquement libre. Nous puissions arriver à des médias régulés, des contenus responsables et d'éviter les dérives. Mais il y a également les préoccupations de la corporation pour que les journalistes puissent avoir leur protection sociale, leur salaire et que la convention collective soit appliquée aux reporters et aux techniciens. Et enfin, qu'on réfléchisse un peu plus. Est-ce que l'ensemble des enveloppes financières que l'État décaisse et qu'il attribue aux médias, est-ce que ce même procédé de subvention sans redevabilité et sans transparence doit se poursuivre? La régulation doit se faire, certes, mais la responsabilité des entreprises de presse est aussi essentielle. C'est nous-mêmes acteurs qui posons des actes et qui avons des attitudes qui obèrent et qui handicapent le secteur. Si aujourd'hui, il n'y a pas de règles en matière de publicité et que chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas la faute ni du gouvernement, ni du tout, c'est nous-mêmes. Ces concertations sont capitales pour bâtir un édifice médiatique plus résilient et plus performant. La présence de certaines sommités du secteur augure des discussions de haute facture. Ce lundi, c'est aussi le changement à la tête de la capitale. Abass Fall prend les rênes de la mairie de Dakar. Premier élu du PASTEF à occuper ce poste. Il s'engage à servir tous les Dakarois au nom de l'unité. Alioune Badara Kane. Monsieur Abass Fall, au nom de Monsieur le Président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement dans vos fonctions de maire de la ville de Dakar. La surprise est de taille. Abass Fall ravit la vedette à tous les conseils de la ville de Dakar et devient le nouveau maire de la capitale. Avec 49 voix sur 88, il passe haut la main et remplace Barthélémy Diaz de Tahaou Dakar, révoqué. Abass est ainsi le premier haut responsable du parti PASTEF Les Patriotes à occuper ce fauteuil prestigieux et hautement stratégique. Le nouveau maire se veut rassembleur.
je serai le maire de toutes les Dakaroises et de tous les qui est l'intérêt des Dakaroises et des Dakarois. Dès son entrée en politique, aux côtés de son leader, Ousmane Sonko, Abass Fall a très vite gravi les échelons, conseiller municipal, député, ministre, aujourd'hui maire de Dakar, l'une des plus grandes cités d'Afrique de l'Ouest. L'ascension d'Abass Fall aura été fulgurante. Le nouveau maire de Dakar a 2 ans à la tête de la capitale pour séduire les Dakarois et espérer un nouveau mandat en 2027. Toujours à Dakar, direction Thiaroye pour des Olympiades pas comme les autres. Une centaine de jeunes a compétit, mais surtout formés autour d'un thème sensible, la santé de la reproduction, une manière pour les initiateurs d'éveiller les consciences et de bâtir une jeunesse actrice du changement. Ousmane Doy. Au camp militaire de Thiaroye, l'ambiance a été studieuse et festive à la fois. Une centaine de jeunes venus de plusieurs régions du Sénégal se retrouvent. Le prétexte, les Olympiades. Des Olympiades inédites consacrées à la santé de la reproduction. Il faut sensibiliser la jeunesse pour demain. Pas du tout facile d'organiser un événement comme ça, donc je vous remercie. Merci encore et bonne journée internationale de la jeunesse. Au terme des festivités, au terme des compétitions, Sédhiou, la région, c'est ici sur la plus haute marche du podium, devant Dakar et Tambacounda. Mais au-delà des trophées, c'est un savoir partagé, une connaissance plus renforcée que chaque jeune devra remener au sein de sa communauté. Un atout de taille pour préparer l'avenir. Et ces jeunes filles, une fois de retour, encore une fois, chez elles, au sein de leur localité, pourront davantage contribuer à accompagner leurs jeunes sœurs, les enfants qui sont là-bas, et à mieux aussi contribuer véritablement à la mise en œuvre dans l'agenda national de transformation Sénégal 25 ans. Au-delà du podium, ces Olympiades renforcent les liens entre régions et rappellent un message simple. Investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir d'un Sénégal plus fort et plus prospère. Et dans le centre, le démarrage des travaux de réalisation du siège départemental de l'élevage et des productions animales de Guinguinéo. Au total, près de 200 millions de francs CFA sont mobilisés pour la mise en œuvre du projet qui, à terme, va dynamiser et renforcer le secteur dans cette zone. Salut Sec. Remplacer ces bâtiments vétustes et désaffectés par une infrastructure moderne et fonctionnelle, telle est l'ambition portée par le ministère en charge de l'élevage en partenariat avec l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Cette rencontre officialise ainsi le lancement des travaux de construction du nouveau siège du service départemental de l'élevage et des productions animales de Guinguinéo. Nous avons en charge de construire ici un bâtiment R+1 à 2 niveaux, R+1 rez-de-chaussée et au premier niveau. Il est conçu de mettre au rez-de-chaussée le service départemental de l'élevage et en haut il y aura le logement éventuellement du chef de service. C'est un projet qui va durer Inch'Allah pour 10 mois. Après avoir accusé un retard considérable dans sa mise en œuvre, ce projet stratégique devrait enfin se concrétiser dans les prochains mois. Nous, agents de construction, nous sommes dans une dynamique non seulement de la rationalisation des ressources de l'État, en ce qui concerne sur les budgets, nous sommes également dans la dynamique également de la célérité, c'est-à-dire qu'on voudrait que tous les projets qu'on est en train de réaliser, que ça se fasse dans les temps, dans les délais, mais aussi sans oublier la qualité. Au-delà maintenant d'avoir ici sur place le bureau de contrôle, nous allons déployer un technicien qui sera là à pied d'œuvre, histoire de constater au besoin s'il y a peut-être des manquements et également veiller au respect également du délai, mais aussi de la qualité requise. Toutes les mesures ont été prises pour garantir une exécution optimale des travaux dans le respect des échéances fixés. À terme, le département de Guinguinéo disposera d'une infrastructure moderne conçue pour dynamiser et renforcer le secteur de l'élevage dans la région. Dans l'actualité sportive, l'Afrobasket 2025 s'est achevé avec une médaille de bronze pour le Sénégal. Les Lions ont terminé à la 3e place et leur capitaine Branco Badjo a brillé avec 3 distinctions. Meilleur marqueur, meilleur tireur à 3 et membre du 5 majeur du tournoi. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial, Papa Biram Biguendiaï. Merci beaucoup, my guy. Congratulations. Thank you, madam. Appreciate you. J'arrive. Hey, madam. Ce sont les fruits de mon travail.
Et puis après, c'est des trophées individuels, mais après, sans le collectif, ça, j'allais pas arriver ici. Donc, je remercie tout le groupe, le head coach qui a beaucoup de confiance en moi. Je remercie le staff. Et bon, sans eux, tout cela n'aurait pas arrivé. Donc, je les remercie beaucoup. On a un jeune groupe et on peut faire des trucs spéciaux, Inch'Allah. Donc, de continuer de nous supporter et on les remercie beaucoup même, beaucoup. On a vu tous les messages, tous les supports. Donc, merci beaucoup, Sénégal Rec. Et on doit beaucoup apprendre. Comme je t'avais dit avant, on est un groupe jeune, donc on va apprendre de tout ce tournoi et revenir plus fort, Inch'Allah, dans le futur. Fabian Bigenia en Angola avec Maktar Kassé. Sur l'international, la semaine s'ouvre sous tension. Bombardement au Yémen, manœuvre navale américaine près du Venezuela et en Côte d'Ivoire. La politique s'anime avec la candidature de Tidjane Thiam. Tour d'horizon signé Aline Badarakan. À Abidjan, ils étaient des centaines à s'amasser devant le siège de la commission électorale indépendante pour déposer la candidature de leur champion, Tidjane Thiam. Très déterminés, ces militants du PDCI estiment que Thiam sera bel et bien candidat à la prochaine présidentielle. Tous les Ivoiriens, tous les PDCI votent le président Tidjane Thiam. Pour le moment, le nom de Tidjane Thiam ne figure pas sur la liste électorale, mais peu importe pour ses soutiens. D'après eux, cette situation n'est pas du tout un handicap. Nulle part ce n'est écrit que pour être président de la République de Côte d'Ivoire, pour candidater, il faut être sur la liste électorale. Non. La commission électorale indépendante donnera son avis dans les prochains jours. En attendant, les militants du PDCI retiennent leur souffle et espèrent voir Tidjane Thiam défendre leurs couleurs lors de la prochaine présidentielle ivoirienne. Des frappes aériennes meurtrières sur Sanaa, la capitale des Houthis du Yémen. Israël réplique ainsi aux dernières attaques de la milice chiite. Le régime terroriste Houthi apprend à ses dépens qu'il paie et continuera de payer un prix très lourd pour son agression contre l'État d'Israël. Malgré ces dommages causés par l'aviation israélienne, les Houthis, grands défenseurs de la cause palestinienne, jurent de poursuivre leur guerre contre l'État hébreu. Nous ne cesserons pas de soutenir Gaza, même si toutes nos villes deviennent comme Gaza, et jusqu'à ce que nous infligions à l'ennemi ce qu'il a infligé à Gaza et à ses habitants. Les Houthis qui contrôlent une bonne partie du territoire yéménite lancent régulièrement des missiles balistiques sur Israël et s'attaquent aux navires à destination de l'État hébreu. Le déploiement de forces navales américaines près des côtes vénézuéliennes suscite la colère de Caracas. Le président Nicolás Maduro y voit une action hostile. Ce que les États-Unis essayent de faire contre le Venezuela, un changement de régime, une attaque terroriste militaire, c'est immoral, criminel et illégal. Jaloux de leur indépendance, de nombreux Vénézuéliens se rangent du côté de leur leader, Maduro, dont la tête est mise à prix par Washington. Je ne crois pas que ce soit vrai, parce qu'il n'y a vraiment aucune raison pour qu'ils nous envahissent. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas. Nous allons sans aucun doute répondre. La force armée nationale bolivarienne est préparée à cela. Et même si l'armée américaine est gigantesque, nous avons aussi des géants de notre côté. Les États-Unis disent déployer ces navires pour lutter contre les narcotrafiquants. En réponse, Nicolás Maduro a décrété la mobilisation de 4 millions de miliciens pour préserver l'indépendance du pays. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et l'information revient à 23h pour le dernier journal. À tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans un instant, vos prévisions de ce lundi 25 août. Mais avant cela, je vous laisse contempler cette jolie vue de la faune sénégalaise avec ces magnifiques oiseaux du salon. On fait déjà place à vos prévisions pour ces prochaines 24 heures, qu'on va débuter avec cette relative accalmie sur une bonne partie du pays, sauf dans le sud-est du pays.
où des orages et pluies pourraient se déclencher. Et c'est ce que montre l'image satellite du jour, avec ce flux de mousson qui reste actif sur une bonne partie du pays, même si une nette réduction des pluies pourrait être constatée ces prochains jours. Alors pour cette nuit jusqu'à demain matin, des chances de pluie très faibles sont attendues localement sur la moitié sud du pays, notamment à Ziguinchor et à Sédhiou. En revanche, le risque est beaucoup plus imminent à Kolda, Kédougou et à Tambacounda. Plus on se dirige vers le nord du pays en passant par le centre, le ciel deviendra couvert, donnant par endroits des éclaircies qui pourraient faire leur apparition. Les alizés maritimes vont souffler de leur côté, mais la sensation de chaleur nocturne et matinale va refaire surface après une courte et légère pause due aux fortes pluies qui ont été enregistrées ces derniers jours. Alors, les températures comptaient de 23 degrés plutôt à Ziguinchor jusqu'à 28